Alors, tout d'abord, je veux vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Voilà, parce que, avant toute chose, je voudrais vous dire mon intense plaisir de lectrice. Votre livre est débordant d'inventivité, véhément et ludique, provoquant, porté par un humour dans le droit fil de ce qu'a écrit Freud. L'humour ne se résigne pas, il défie. Vous vous appliquez à faire vaciller sur son socle le sujet cartésien, à le déboulonner en le remplaçant par le sujet délirant, à faire vaciller le corpus théorique analytique pour l'ouvrir à d'autres lectures, à l'invention de nouveaux concepts, éphémères bien sûr. La force de votre livre est dans l'osmose du fond et de la forme, qui s'allie pour nous faire éprouver cette perte d'équilibre, cette chute qui menace le vécu psychotique pour nous les faire ressentir. Et j'insiste sur ce terme. Nous voici déroutés, désorientés, dans un espace-temps chavirant, où l'espace est infini, le temps éternel, sans conscient, où rôdent les fantômes, les spectres et les revenants, où les morts se parlent et nous parlent. Le vertige est convoqué, l'inquiétante étrangeté nous habite. Ainsi, vous avez eu l'audace de commencer votre livre par le tome 3. Votre ouvrage est constitué de 3 chapitres. Il débute par une correspondance entre 2 morts. Et quelle mort, puisqu'il ne s'agit pas moins de Freud et de Lacan en personne. Ils s'écrivent depuis l'au-delà 14 lettres qui, vous l'avez deviné, parlent de psychanalyse dans une grande liberté de ton. Il se poursuit, votre livre, par 4 annexes pour répondre à une lettre de Lacan, sans datation ni contexte, cherchant à définir le sujet. Avec cette conclusion, le sujet s'institue d'un signifiant rejeté dont on ne veut rien savoir. Ces annexes peuvent être vues comme les bifaces de la correspondance, comme son approfondissement théorique, et peut-être n'est-ce pas un hasard si vos réflexions théoriques s'enchâssent dans un monde spectral. Votre livre se termine par la transcription de propos tenus par Lacan et Freud lors d'une vraie rencontre, filmée, mais hélas amputée d'images exploitables. Les experts spécialisés, dites-vous, n'ont pu recueillir que les ombres fondues des spectres concernés. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire l'entame de ce dialogue pour vous en donner le ton. Alors, je vais lire. Alors, c'est le début du dialogue de la rencontre vraie. C'est la pénombre, quelquefois traversée d'éclairs. La silhouette de Lacan se déplace sur une longue estrade, s'appuie à l'occasion sur un bureau. Comme durant son séminaire, il consulte souvent des formules inscrites au tableau blanc. C'est formidable, le tableau blanc. Il fallait que ça se voit dans la ténèbre. Freud est installé dans le fauteuil profond de son cabinet, entre le divan et sa table de travail, presque entièrement recouverte d'objets hétéroclites, dont nombre de statuettes érigées. Donc Freud commence ce dialogue. Voilà, cher Alter, on me laisse entendre que nous sommes en présence, mais il faut nous accommoder de ces nouvelles modalités de perception
dans ce brouillard que l'on nomme néant, non-lieu confus, très fréquenté, d'un noir unique au reflet éblouissant. Au mieux, je vois de vous une forme enveloppante qui pourrait être issue d'un de ces célèbres, moi je dis, mais il n'y a pas de ces culebras cubains qu'on me dit que vous affectionnez. Cependant, on me dit par ailleurs que nos voix n'ont pas changé. Qu'en est-il pour vous? Lacan, surprise, dans ce chaos d'ombre inégale, je perçois de vous une image indécise, mais surtout votre regard hypnotique, transfixiant, et aussi je perçois votre souffle lourd des souffrances infligées par le monde. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause. Oui, donc, dans ce dialogue en présence, Freud et Lacan y parlent à bâton rompu, avec quelques escarmouches, mais toujours avec courtoisie et respect. Ils échangent sur des sujets divers, tels la religion, l'accréditation des psychanalystes, la nécessité que les morts réveillent les vifs, sur leur correspondance, et aussi sur de brûlants sujets tels que la guérison est-elle le but de l'analyse? Sur le suicide, bien ordonné, commence par la langue. On y croise Kant, Molière, Céline, Canetti, maître idéal car il n'a jamais eu besoin de disciples. Le délire, la psychose forment le cœur du livre. Du délire, vous dites que c'est la chose la mieux partagée du monde. Il s'infiltre partout, envahissant le monde que nous habitons, notre théorie et notre pratique. Vous le débusquez dans notre lecture de Freud et vous l'écrivez alors en 2 mots, 2 traits d'union, lire, je vous cite, ainsi sommes-nous convoqués à sortir des lectures univoques et orientées, à ne pas s'aliéner au texte rationnel et rationalisant, mais de tenir compte de l'inouï de sa prolifération volcanique. Aussi, vous parlez du délire dans la citation qui fait l'économie de la pensée et dont vous dites qu'elle est le modèle de l'hallucination, qui doit sans cesse présentifier le corps du maître du délirant majeur. Et dans la folie de la théorie, donc toujours le délire dans la folie de la théorie, Freud ne découvre pas la psychanalyse, il l'invente, dites-vous. C'est ce point d'émergence subjective qui produit une théorie. Ce point a à voir avec l'émergence d'une folie. Dans la pratique, toujours le délire, dans la pratique de la cure, qui est une folie à 2, à travers la position co-délirante du psychanalyste, car on ne délire jamais seul, dites-vous, nous sommes aussi, nous, les analystes, les co-délirants d'un éminent dominant dont nous diffusons et auquel nous soumettons, dont nous diffusons et auquel nous nous soumettons et pratiquons le discours. Ça va? La psychose est également au cœur du livre. Le fait de séparer par un trait d'union si et chose est une vraie trouvaille. Cette découpe dans le mot fait apparaître de façon simple et lumineuse la proximité de la psychose avec la chose, d'Asdin, le trou dans le langage, le chaos primordial. L'organisation psychotique
lutte à sa façon pour s'extraire de notre socle d'indifférenciation commun à nous tous, dans lequel nous avons été plongés à la naissance. Ça c'est vous qui dites. Et c'est cette lutte que vous tentez d'éclairer avec la notion d'actualisation, d'actuation, qui agglomère à l'actuel des événements, des ressentis du passé archaïque, mais sans passé, ni oubli, ni souvenir. Le vécu du présent s'exprime par l'irruption pulsionnelle, actualisant un matériel fort clos. Deux éléments séparés se coagulent, où mémoire et conscience ne s'excluent pas. Et ceci va à l'encontre de la position de Freud. Vous partagez les avancées proposées par Philippe Reyfaber dans son livre « De Freud à Kafka » autour de son système paradoxal où peuvent cohabiter des éléments contraires reliés par « et », loin d'un monde binaire et du dualisme des pulsions. Sans roufflement, ni bien sûr reprise dans l'après-coup, l'actuation produit des formations moïques et des fantômes. Ce moi ici évoqué, vacillant et inconsistant, n'est pas celui de l'égo-psychologie de l'IPA des années 60. Il est l'auteur de phénomènes. Ah oui, non, ça va pas. Parce que c'est ce moi, je parle du moi. Il est l'auteur des phénomènes élémentaires qui, par l'émergence d'une signification personnelle, tentent de défendre le sujet d'une déperdition subjective ou d'une perte d'unité de l'image de son corps. On peut ainsi citer, pour mieux les appréhender, les troubles de l'incomplétude de la perception, les illusions de la mémoire, les états oniroïdes, les hallucinations. Ces formations moïques et fantômes se résolvent en actomes qui ont à voir avec l'agir, voire le geste, le mouvement. Ce sont des tentatives de liaison de l'excitation sexuelle somatique à une représentation qui passe par le corps. J'ai bientôt fini. Tout à fait. Le délire peut les lier, et oui, ces formations moïques et ces fantômes, le délire peut les lier et tenter d'organiser un dire cohérent. Je ne voudrais pas terminer mes propos sans dire quelques mots sur le transfert que peuvent développer ces patients psychotiques selon vous. Avant toute chose, vous dénoncez l'impossibilité de transférer du sujet psychotique soutenu par Freud dans les premiers temps de son élaboration théorique, puis abandonné. Vous soulignez les écueils de ce transfert avec votre affirmation que l'on ne délire jamais seul, mais avec un co-placentaire, co-partenaire parental, collaborateur, dites-vous. Et c'est ce co qui est l'adresse du transfert. À l'analyste de débusquer avec doigté ce co-délirant s'il veut se garder de provoquer un vécu persécutif chez son patient, voire un transfert négatif. Il y a urgence, dites-vous, à inventer et à établir un nouveau praticable adéquat pour l'écoute analytique de patients psychotiques. Je voudrais vous interroger à ce sujet. Vous l'abordez de manière discrète dans votre écrit. Vous esquissez une position de l'analyste qui me paraît très pertinente et que je partage, à savoir installer une sorte de cohabitation dans un même lieu, à savoir la séance. Zone commune à l'analyste et à l'analysant. Chacun y met du sien.
Comme le dit Solal Rabinovitch, à votre proposition de cohabitation, peut-on y associer les conversations prônées par elle? Dans son livre, Les paroles restent, et son souci de travailler avec la trace que l'analysant fait dans l'analyste. Je vous remercie d'avoir écrit ce livre et d'en débattre avec vous. Je vous remercie à mon tour parce que vous avez fait une lecture parfaite, plus que parfaite, parce qu'elle m'entraîne encore à d'autres choses. C'est-à-dire, si on tient un propos quelques-uns qui va s'arrêter là, ça n'a aucun intérêt. Ce que vous faites avec votre lecture, pour ce qui me concerne, c'est que vous en prolongez les effets. C'est-à-dire, forcément, d'abord je constate qu'il a été lu et bien lu, c'est exactement ce que je voulais dire, mais vous lui faites dire encore des choses que je n'avais pas encore entendues. Et ça, c'est une lecture. C'est une lecture. Et alors, j'ai fait cette expérience il y a quelques jours, afin de vous rencontrer, j'ai relu ce bouquin, dont je dois dire, j'étais pas fier, en fait. Je pensais même qu'il ne fallait pas l'éditer. Et c'est l'insistance de l'éditeur et de mon épouse qui a fait que je l'ai cédé comme ça, quoi. Et alors, le relisant, je me suis dit que c'était peut-être pas si mauvais que ça. Et j'ai retrouvé pourquoi dans votre commentaire. Et j'ai trouvé un ton qui m'a plutôt amusé. Bon, on ne peut pas demander mieux à un bouquin, surtout celui qu'on a écrit, qu'on est censé connaître, quoi. Mais je ne savais pas que c'était drôle. Enfin, oui. Ça m'a paru drôle, personnellement. Mais c'était... Alors, du coup, j'étais très content de ce sentiment et très content de venir vous rencontrer. Voilà qui est fait. Peut-être que... Alors, ce que je voudrais commencer par, après cette plainte, je voudrais commencer par parler du titre. Oui. Je crois que quelqu'un m'a parlé du titre tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, c'est très important. Pourquoi? Parce que d'abord, tout le monde a reconnu, ou beaucoup ont reconnu, les 3 premiers mots d'Hamlet. 3 premiers mots de la pièce. Et, sur la terrasse du château d'Elseneur, voilà qu'il y a quelqu'un qui dit « Qui va là ?» alors que les amis d'Hamlet et lui-même retournent au château pour rencontrer le spectre, le ghost, père d'Hamlet, qu'il a déjà rencontré, lui. Donc ils vont vérifier si c'est bien raisonnable tout ce qu'il raconte. Peut-être qu'ils vont le rencontrer aussi, vérifier, comme font beaucoup parfois les psychiatres. Vérifient qu'ils demandent aux patients comment une formule psychiatrique ancienne, critiquer le délire. C'est ça. On va aller voir si le ghost est là, donc on va lui dire, tu vois, il n'est pas là, donc bon pauvre vieux, faut réviser un peu tes bases, machin. Ça va pas du tout. Il y a de ça en psychiatrie. Hein. Bon, pas exagérer non plus, on ne va pas tomber sur les psychiatres. Tant plus que ça me ferait mal, absolument. Mais donc, voilà que quelqu'un dit qui va là. Et quand on interroge quiconque, parce qu'on l'a vu, la pièce, on l'a lu 10 fois, peu importe, généralement, la réponse n'est pas exacte. La réponse attendue, et généralement, eh bien, c'est un des gardes de la terrasse de ce château, qui est un château fort, susceptible d'être attaqué, enfin ça, bon, on prend quelques précautions quand même. Eh bien, évidemment, non. Celui qui dit qu'il va là, c'est Bernardo, un des amis d'Hamlet. Et alors ça passe à l'as comme ça, mais c'est comme dans le théâtre élisabétain. Alors il faut lire un livre. Hein. Écrire un bouquin, ça permet d'en lire plusieurs. Et il y en a un que j'avais lu il y a longtemps, conseillé par un ami. C'est un livre de Dover Wilson, qui s'intitulait dans ses débuts, Vous avez dit Hamlet. Et le titre a été modifié après, je ne sais pas pour quelle raison éditoriale. C'est devenu Hamlet, que pense Hamlet, je ne sais pas quoi. Mais
Vous avez dit Hamlet, c'est pas mal, je trouve. C'était bien. Et ce monsieur, qui est un homme considérable, qui était chargé pendant la guerre d'aller vérifier les fonctionnements en Angleterre de certaines administrations, enfin, de contrôler. C'était un monsieur qui avait un grade très élevé dans ce domaine-là. Et il s'ennuyait, il ne savait pas quoi faire, et il a lu tout Shakespeare. Et tout ce qui a fait Ray. Et ça a donné ce livre sur Hamlet, où il analyse scène par scène les choses les plus importantes. Et évidemment, il commence par là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui va là? Alors, j'ai oublié ce que ça veut dire pour lui, mais pour quelqu'un qui essaye de pratiquer la psychanalyse, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que celui qui dit ça est dans un effroi absolu. Il a peur. Plus que la peur, plus que peur. C'est l'effroi qui caractérise d'ailleurs la structure psychotique. C'est pas l'angoisse, c'est un effroi. Et il a peur de quoi? De rencontrer le ghost, quand même. C'est pas commun, et puis ça peut être dangereux. Il interroge, et il interroge ça exactement comme l'analyste ou l'analysant interroge ce qui les concerne, à savoir la pulsion, à savoir l'effroyable qui est contenu par le refoulement, voire la forclusion, quand le refoulement est insuffisant à remplir cet office. Donc, le qui va là est une chose qui pourrait commencer de chaque séance d'analyse. Chaque demande est soutenue par ce qui va là. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, va s'intéresser à ce qui va là, ce qui ne va pas là, ce qui ne va pas du tout là, ou ce qui ne va pas du tout en général, ou ce qui va trop. Enfin bref, il y a du qui va là là-dedans. Et c'est pour ça que ce titre, je ne l'ai même pas pensé, il s'est imposé. Et il est arrivé tout seul là. Et ça ne pouvait pas être autre chose. Parce que ce que j'ai essayé de dire, surtout la deuxième partie que vous avez soulignée concernant ce qu'il en est de ce que nous appelons la psychose, je préfère en effet appeler la psychose. Psychose, très connoté, on est en psychiatrie. Hein, bon. La psychose, on ne sait pas où on est en fait. Eh bien, c'est de cet ordre-là. C'est de l'ordre de... quelqu'un arrive à dire qu'il va là, puis il faut y arriver à dire qu'il va là. C'est pas non plus pas facile pour le patient qui vient le voir, et c'est encore moins facile de l'entendre. Et du coup, dans le prolongement de ce que vous disiez, il m'est apparu en écrivant ça, mais surtout en écrivant un livre précédent qui s'intitule Les passagers du réel, il m'est apparu qu'en fait, il y avait deux, si on pouvait dire ça comme ça, je vais m'y essayer, il y avait deux sortes de psychanalyse, et donc de psychanalystes. Il y avait les psychanalystes que j'appellerais classiques, et qui s'occupent de nous-mêmes, des névrosés ordinaires, ou des psychanalystes, ou des psychiatres, ou des gens, quoi. Et puis, il y a des gens très spécialisés, et ceux-là, ils s'occupent généralement de deux choses. Ils s'occupent d'enfants, ce qui est la chose probablement la plus compliquée du monde, et ils s'occupent de fous. Ils s'occupent des fous, voilà, bon. Et cela, c'est une spécialité dans la spécialité. Et d'ailleurs, alors c'est même pas un projet, ça se passe comme ça. Il y a des gens qui ne s'occupent que de psychotiques, c'est comme ça, alors on dit bon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de gens comme Davoine et Godillère, qui ont beaucoup travaillé ces sujets-là, et qui étaient... il ne revenait presque même plus à l'idée, à un moment, de recevoir des patients qui viendraient dire simplement les choses. Non, ils étaient... Et ils le faisaient, alors à l'époque, c'était presque héroïque, parce qu'ils le faisaient seuls dans leur cabinet. C'est pas... Les gens qui ont approché ces êtres-là savent bien que c'est pas si simple que ça. Il fallait des institutions pour soutenir l'effort. Vous parlez de l'élan retrouvé. En effet, bon, pour chaque patient, on était 14, et toute la journée. On recevait les gens, parfois 10 fois dans la journée. C'est pas une séance 3 fois par semaine, ça n'avait pas de sens. C'est complètement fou de dire ça à quelqu'un dans cette position-là. Donc, les institutions faisaient vraiment beaucoup d'efforts et soutenaient l'effort, mais ceux-là,
c'est probablement, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, sûrement, mais qui se risquaient à recevoir des patients très très fous chez eux et qui alors, admirablement, s'en sortaient. Je ne sais pas comment ils faisaient, j'ai connu un peu de près, et qui tenaient le coup, quoi, disons-le comme ça. Donc voilà, je voulais répondre à votre introduction par ça. Et peut-être par autre chose, pour commencer le débat. J'espère qu'il y aura un débat. Oui, alors, bon, petit détail au passage quand même, je l'écris dans le préambule. Pourquoi ça ne me plaisait pas trop d'éditer ce truc-là? Parce que ça m'apparaissait vraiment, comme ce que je dis dans l'avertissement, comme un canular de carabin, cette affaire. Faire parler Lacan et Freud, quoi. Ça devrait durer 10 minutes, c'est une mauvaise plaisanterie, quoi. Un canular. Et puis, je l'avais laissé dans un tiroir pendant des années. Et le tiroir s'est rouvert. J'ai retrouvé ça, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Mais ça reste quand même, ça m'a beaucoup gêné, cette dimension-là. Puis apparemment, bon, ça se passe très bien, quoi. Comme, ça veut peut-être dire qu'on est tous très habitués au canular de carabin. Ça ne nous impressionne plus, quoi. Ça va, on peut y aller. Et évidemment, alors ce que vous avez repris, qui est très difficile à rendre, alors j'avais un ami qui devait, alors je ne sais plus, je crois que je devais faire Freud et lui Lacan. On s'était partagé les rôles, pourquoi? Parce qu'il fallait une cassure dans le ton, il ne fallait pas que ce soit tout pareil, quoi. Évidemment, comme il a abandonné en route, c'est un peu tout pareil. Oui. J'étais frappée par ça. Oui, voilà, ça va pas. Ah ben oui. C'est raté, c'est ça qui est raté. Non, c'est pas raté, mais vous êtes très présent là. Ah ben oui, mais ça va pas. J'aurais voulu un peu m'effacer. Donc ça ressemble un peu, parce que c'est un homme qui avait beaucoup de talent, qui pouvait parler comme Lacan tranquille. Il a toujours ce talent d'ailleurs. Et c'est très impressionnant, attention. Lui, il sait faire ça. Et bon, ça, voilà. Oui, il y a un petit problème là. Mais de toute façon, c'est la catastrophe quand on fait un dialogue. Évidemment, c'est toujours la même voix, si c'est soi-même qui fait le dialogue, même au théâtre. Les auteurs au théâtre souffrent de ça. C'est eux qui écrivent, alors on les reconnaît dans toutes les tirades, et donc dans les personnages antagonistes. Vous dites, je ne vais pas parler avec mon analyste de mes névroses, etc. Eh bien, c'est exactement le contraire qui se passe. À savoir que votre analyste, c'est lui le lieu du transfert, et c'est lui qui transfère. Lacan le dit textuellement, c'est facile à retrouver. Le transfert, c'est le transfert de l'analyste. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, l'affaire se renverse, et il n'est plus question de contre-transfert, de construction baroque. Il est question d'entendre que c'est lui le lieu même du transfert, et que ce qu'on entend d'habitude, qu'on met du côté de l'analysant, eh bien, c'est le lieu de la résistance. Le transfert, c'est la résistance maximale. Quand on a à peu près vécu ça, alors on n'est pas gêné par la participation de l'analyste. Ce n'est pas une participation, c'est une séance plus que partagée, c'est quelque chose de commun. Ou alors il faut faire autre chose, quoi, si on n'est pas dans cette dimension-là. Mais évidemment, c'est une dimension difficile à situer, difficile à décrire, difficile à dessiner, à concevoir. Ça ne se produit pas tout le temps. Il y a des séances où on ne peut pas le faire. On est mauvais, par exemple. Disons-le comme ça. Et la chose qui me vient, alors je vous dis ce qui me vient en association de vos questions, c'est que j'ai essayé d'opposer ces deux personnages qui ne sont pas antagonistes, mais qui sont, comme vous le disiez, dans un système paradoxal, comme Ray Faber l'a très bien fabriqué. Dans son bouquin de Freud à Kafka, il y a un passage sur le système paradoxal qui devrait être lu obligatoirement dans toutes les associations analytiques avec interrogation orale, écrite, tout ce qu'on veut. Torture. C'est pas grave. Ça introduit cette idée
il n'y a pas deux. Il n'y a pas l'un et l'autre, ou l'un contre l'autre, ou avec l'autre. Roy Faber dit très bien ça. Il y a ce et, c'est pas. Il le dit à propos d'un conflit institutionnel d'ailleurs. Allons-y, il faut en parler après tout. Il raconte comment, dans son bouquin, et c'est très très fort, comment les analyses de l'époque sont très, très opposées au monisme pulsionnel de Freud. Il ne supporte pas. Il ne supporte pas parce qu'il s'agit d'une seule pulsion, et c'est la pulsion de mort. C'est très compliqué quand même ça, de faire avaler ça, surtout à cette époque. Nous, on est habitués au pire et au meilleur. Mais à l'époque, quand même, cette avancée de Freud était vraisemblablement trop en avance et insupportable pour les siens, qui étaient ses proches, et insupportable pour l'institution psychanalytique. Et il finit par accepter le dualisme pulsionnel. Et nous voilà encore aujourd'hui à rabâcher la pulsion de vie, la pulsion de mort. Je te passe le relais, on se débrouille, il y a deux pulsions, tatati et tatata. Et quand c'est la pulsion de mort qui prédomine, eh ben, on va faire appel à la pulsion de vie. On tombe en plein dans les psychothérapies, là, attention. Hein. L'analyse est loin, à des années-lumière. Non. Freud garde jusqu'au bout, et c'est là que Lacan va le retrouver, cette idée qu'il y a une seule pulsion, mais que cette pulsion, elle est habitée par deux, qui ne sont pas antagonistes, qui sont au contraire, ils travaillent ensemble. Roy Faber le dit très bien, c'est la pulsion de vie et mort, mais c'est la même pulsion. C'est en cela qu'il n'y a pas de dualisme. C'est pas un truc, ce serait deux contre un, non, pas du tout. Il faut lire ces chapitres de Roy Faber. Je crois que c'est très important, c'est une avancée dont, hélas, étant donné l'émiettement l'explosion du mouvement, entre guillemets, qui ressemble beaucoup à l'immobilité, mouvement analytique, plus personne ne lit personne. On le sait, par exemple, Roy Faber n'a aucune chance d'être lu à l'école de la cause, alors qu'il devrait être lu par ce qu'il dit. Il a eu le prix Oedipe chez nous. Ah oui, mais chez vous, mais il est lu par... Oui, d'accord. Il a eu le prix très bien, oui, je sais. Mais il a eu ça chez vous parce que vous n'êtes pas sectaire. La preuve, c'est que vous réunissez plusieurs institutions au reste de l'institution, ou que sais-je. Bon. Mais il est interdit. Pardon ? On reçoit des psychanalystes. Oui, voilà, c'est ça. C'est déjà un pas, un énorme pas. Bon. Par exemple, dans certaines écoles, il est interdit de lire, puisqu'on parle de Roy Faber. Solal Rabinovitch, c'est interdit. Ouais, bon, c'est comme ça. Mais c'est pas une image, hein, quand je dis interdit. On dit aux gens qu'il ne faut pas le lire, sous peine de punition. C'est à l'école. Ça s'appelle l'école. On peut l'écrire l'école. Parce que les gens sont collés à un truc absolument. Par exemple, mais pas seulement. Dire quoi? Ah ben vous l'avez. Ben, tant mieux pour vous, tant mieux. Vous êtes arrivé à la bonne période et dans le bon endroit. Ah d'accord. Mais justement, le délire, parlons-en, le délire dit la vérité. Et oui. C'est ça qui est embêtant. Alors, je peux vous le faire lire, puisque dire, vous n'y croyez pas, vous avez le droit. Mais lire, vous pouvez ne pas y croire non plus. Ces interdictions sont des interdictions, évidemment, pas grotesques. Vous n'avez pas le droit à rester sur votre banc, aller me faire 3 lignes de... C'est pas ça. C'est fortement déconseillé. Très fortement déconseillé. Et d'ailleurs, ça ne se pratique pas. Ça ne se pratique pas. Le fait est là. Mais pas seulement. Vous avez pris l'exemple de l'école de la Côte. Il y a d'autres écoles que je peux vous citer où c'était interdit aussi. C'est pas l'école de la Côte n'a pas l'apanage de ce truc. Comment? Ah ben elles ne sont pas énoncées comme ça, c'est plus évidemment. Mais évidemment, on ne va pas dire au tableau blanc. Peu importe. Oui. L'important, c'est le délire. L'important, c'est le délire. Alors, l'important, c'est le délire. Alors, allons-y. Le délire, alors, il y a
le co que vous avez repris là, c'est une chose très importante parce que on ne fait pas assez cas des travaux. Alors il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à ça actuellement, y compris d'ailleurs à l'école de l'école, à l'histoire de la psychiatrie et à l'histoire des concepts. Et on s'aperçoit que, par exemple, les auteurs les moins anciens, enfin bon, pour nous c'est très très vieux, mais quand même, Clérambault, autour de Clérambault, tout ça, etc. Alors, je ne sais plus les noms là, tout de suite en tête, mais c'est les inventeurs du co-délire, du délire à deux. Ça commence par le délire à deux. On retrouve dans la thèse de Lacan d'ailleurs, la thèse de ces découvreurs. Il est question de gens, les sœurs Papin, par exemple. Il y a une co-délirante, enfin il y a une délirante majeure, et les deux filles qui sont des délirantes induites par le délire de la mère. Et ça, c'est une découverte de la psychiatrie qui est la clé, qui est vraiment la véritable clé du délire. Et c'est passé inaperçu. C'est passé inaperçu parce que peut-être on n'en a pas fait grand-chose jusqu'à Lacan, justement, qui a réussi à traiter de cette affaire et à la rendre productive. Il en a fait une notion heuristique. Et du coup, vous avez cité « on ne délire jamais seul ». En effet, on ne délire jamais seul. Il y a toujours une référence qui est le codélirant majeur. Ça, il s'appelle le maître. Allons-y, quoi. C'est comme ça. Et nous sommes nous tous là-dedans. Par exemple, si je cite Freud et Lacan, je cite, pour ce qui me concerne, deux personnes qui induisent mon délire, on va dire ça comme ça, enfin qui induisent mon discours, qui, à certains aspects, vous venez de dire, délirant. Je suis d'accord avec vous. C'est un des aspects délirants. Mais le discours délirant, c'est un discours que j'ose pas dire partage commun. C'est pas le discours commun, mais c'est le discours que nous tenons tous les jours, d'une certaine façon. Même en dehors de la psychanalyse et de notre pratique ou de notre folie. Mais le discours délirant vient de ce que nous avons de commun, c'est-à-dire ce que j'appelle là-dedans peut-être, mais en tout cas dans les passagers du réel, la folie originaire, la folie commune, la folie généralisée, le chaos. D'ailleurs, Jacques-Alain Miller a repris la chose sous la forme de la folie ordinaire. Et la psychose ordinaire. Et non, il ne dit pas ça. Mais il laisse entendre quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre du généralisable, du partageable, et du connu avant la sortie du chaos. Qu'on peut, nous, peut-être situer à la naissance, mais en fait, qui se situe bien ailleurs au moment où la névrose se constitue. La névrose. Et la manière de se défendre du chaos originel. C'est de ça qu'il est question. Les systèmes de défense. Quand on relit les premiers travaux des Freudiens sur les mécanismes de défense, c'est stupéfiant si on les lit comme ça. C'est très difficile à lire. Enfin, c'est un peu... comment dire? C'est un peu lourd. On n'a pas l'habitude. Mais si on les lit comme ça, dans cette perspective-là, on s'aperçoit que c'est de ça qu'il parle. Comment on va fabriquer quelqu'un qui a réussi à se défendre de ce chaos où règne l'effroi. Alors, on fabrique un névrosé. Quand ça ne marche pas, on fabrique un psychotique. Et donc, ces deux catégories, je disais tout à l'heure, sont des catégories, c'est là que je voulais y revenir, et je me suis aperçu que j'étais revenu encore là-dedans, il faudrait que je m'en débarrasse un jour de ça, mais qu'on ne peut pas considérer que, par exemple, on va utiliser les mêmes concepts pour ce qui concerne l'analyse d'un névrosé et l'analyse d'un psychotique. Ce ne sont pas les mêmes concepts, ce ne sont pas les mêmes forces à l'œuvre, et voilà, et ce ne sont pas les mêmes
les mêmes mesures à prendre, tout simplement, la même position à tenir. Et la question de Lacan qui vient dans les écrits, d'un traitement possible, ça indique que c'est un territoire absolument radicalement différent et qu'on n'est pas dans le même lieu. Et c'est ça qui me faisait dire tout à l'heure que peut-être bien que les psychanalystes pratiquent deux métiers, parfois le même en pratique deux dans la journée, c'est pas la question. Mais ce sont deux métiers différents, me semble-t-il. En passant par l'enfant, hein, parce que l'enfant n'est pas loin. Il n'est pas encore fabriqué de façon bétonnée. L'histoire qu'on raconte aux élèves, alors les mauvais élèves sont ceux qui s'en tiennent à ce qu'on leur raconte. C'est ça un mauvais élève. Mais le type qui se dit mais pourquoi on raconte ça? Eh bien c'est précisément ça. Toute l'affaire ne gît pas dans ce qui s'est passé après cette malédiction d'Oedipe ou cette prédiction, enfin, qui va faire ça. Pas du tout, c'est avant. C'est que le père, comment il s'appelait son Laios, mais le père d'Oedipe. Le père de Laios. Non, le père d'Oedipe, Laios. C'est un criminel pédophile. Oui. Alors, on ne s'y intéresse pas. C'est très bizarre, c'est normal. Voilà, Marie Balmary, très bien. Mais on n'y revient pas, voilà, on ne lit pas ça. Alors, je ne dis pas que c'est interdit, mais ça doit être interdit, puisque personne ne le lit. Oui, absolument. Qui était aussi à l'élan, Marie Balmary. Ah oui, je ne me rappelle pas. Et alors, évidemment, si on lit ça comme ça, on s'aperçoit que ce qui arrive à Oedipe, dans quelque chose qu'on ne saurait pas très bien situer, moi je ne sais pas si... Bon, d'abord, je ne le connais pas, c'est pas un voisin de palier, Oedipe, hein, c'est un mythe, bon, c'est très compliqué. Mais si on en fait un personnage, je ne saurais pas le situer. Est-ce que c'est un névrosé grave? Est-ce que c'est un psychotique? Est-ce que c'est un pervers? Que c'est ce type, quoi? C'est un type normal. C'est un type normal, et j'ai appelé ça la normopathie, dans ce livre précédent. Et je suis très content d'une demi-page dans ce livre précédent où on décrit ce que c'est qu'un normopathe. Et je me suis aperçu, après l'avoir écrit, que le normopathe, c'est le type normal, qui est dans la rue, comme ça, et qui vraiment trouve normal que aujourd'hui, je sais pas, on bombarde l'Ukraine, Gaza, Israël, le monde entier, mais on regarde ça de la fenêtre, quoi. Tant que les bombes ne nous arrivent pas sur la gueule. Mais en gros, dans ces affaires-là, à moins de quelques soubresauts et de quelques réactions personnelles, on est plutôt normaux. Je ne dis pas que le type est normal en face. Il nous arrive d'être normaux. Hein. Et c'est très inquiétant, ça. Le fait qu'on se découvre normal. Je ne sais pas où on va comme ça, mais c'est très rare, sauf quelques cas, comme Balmary, quelques autres. Bon, il n'y a pas que... Mais on n'interroge pas ce Laios. On ne l'interroge pas. Il passe par là, dans un carrefour, il se fait dézinguer, et puis voilà, quoi. Bon. Non, il paye. Et il paye par qui il doit. C'est la dette. Là, il s'agit d'un truc très sérieux à ce carrefour. Et dans le mythe qu'on nous raconte, j'ai lu assez peu de versions convaincantes, sauf une que j'ai vue au cinématographe, comme vous, j'imagine, qui est le film de Pasolini, Oedipe errait. Et là, il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez vu ça, oui? Bon, vous vous souvenez, c'est extra. Comment? Oui, moi je l'ai vu plusieurs fois, parce que je me demandais ce qu'il... Non, et Oedipe errait, Oedipe roi. Oedipe roi. Et il y a un personnage absolument magnifique, et quand enfin il comprend tout, et que l'autre, Jocaste, la pauvre, essaye de le calmer avec des phrases rassurantes, du genre, celle-là, on ne peut pas la rater, quoi. Ne faites pas d'un rien une immense douleur. Enfin, mais vraiment, il faut le dire, il n'y a qu'une femme pour dire ça. Non, mais fût-on un homme. Fût-on un homme. On ne peut le dire que de son lieu de femme. On veut le dire. Ne faites pas d'un rien une immense douleur. C'est-à-dire, elle couche avec son fils, ça lui fait des enfants, tout va bien, et ça, c'est rien.
C'est comme, il y avait un bistrotier italien il y a très longtemps. De temps en temps, les jeunes gens se bagarraient chez lui pour des histoires de cœur, enfin, disons cœur, pour être aimable. Et il les calmait un peu, il leur disait, mais ne vous inquiétez pas, mais ne faites pas d'histoire comme ça ne laisse pas de traces. C'est exactement ce que Jocaste disait à ce malheureux qui était en train d'essayer de s'aveugler, etc. Ne faites pas d'un rien une immense douleur. Et dans le Édipe au roi de Pasolini, il y a cette scène extraordinaire qui est le clou, le lieu du film, où il se tourne vers elle parce qu'il n'en peut plus d'entendre des bêtises comme ça, ou des choses pas possibles. Et il lui dit sur un ton inimitable, que je vais essayer d'imiter, il lui dit « Vattene, ma qu'aspetta per andartene ». Et là, on comprend que tout est dit. Ça veut dire va-t'en, mais qu'est-ce que tu attends pour t'en aller? Bon. Et là, d'ailleurs c'est fini, là, elle se pend immédiatement après, lui s'arrache les yeux, enfin bon, la chose est réglée. Bon. Mais il fallait ce point culminant de ce faux dialogue, de cette folie en acto meda, pour arriver à défaire ce nœud qui est capable de tenir contre tout, et qui est peut-être bien la définition de la normalité. La norme. Comment? La normalité, la norme. La norme, oui. La normativité, la critique du délire, enfin c'est pas raisonnable. Quoi. Ça va s'arranger. C'est la bêtise. Non, je pense pas. La bêtise inanalysable. Oui, c'est ça. Mais peut-être que c'est à ça qu'on devrait arriver. À définir les choses beaucoup plus simplement qu'on ne le fait. La bêtise inanalysable me paraît vraiment une bonne... Ah non, mais je crois que là, quand tu dis la bêtise... les canailles. Ça fait des canailles. Oui, en plus, oui. Un abruti, quand on analyse, ça va donner... Je n'ai pas dit que c'est toujours à deux, je dis que les co-délirants, c'est à deux. Mais je dis qu'on ne délire jamais seul. On a pour délirer un interlocuteur. C'est d'une certaine façon. Oui. Voilà. Il y a de l'adresse qui n'est pas la même, qui n'est pas de la même qualité, structure, appelons ça comme on veut, que l'adresse à l'analyste ou l'adresse à un autre, un petit autre, ou au grand autre. Allons-y. Mais justement... Et c'est l'adresse à qui alors? C'est... Si c'est pas là, ça peut pas être une adresse à un psychanalyste, un petit autre, un grand autre? Oui, mais il s'agit de co-délirant. Oui. Il s'agit de co-délire, c'est ça l'idée. Ah oui, celui à qui s'adresse? Ah ben oui, s'il accepte cette position, il va rentrer dans quelque chose qui participe du délire. Ou alors il dit c'est délirant et il donne des médicaments, quoi. C'est ça que je veux dire. Ce que vous dites, c'est que le psychanalyste qui psychanalyse un psychotique, il faut qu'il entre avec lui dans son... Mais c'est ça le transfert, c'est ça le transfert. Monique, vous avez cassé le pervers, alors il est où maintenant? Attendez, il y a une question ici. Il y a quelqu'un qui attend une question. Excusez-moi, son délire. C'est pas une question, c'est juste pour revenir sur la névrose et l'hypnose et l'effroi. Ça me fait penser à ce que disait Alain Didier-Veil sur les ténèbres et l'abîme. Oui, oui. Les ténèbres, on a peur, l'abîme, c'est l'effroi. Et c'est peut-être là la différence. Et c'est voilà. Que, voilà, on peut entendre ça aussi on peut être analyste, entendre effectivement ces deux dimensions. Oui, mais précisément, on peut le dire comme ça. Il y a Shermak aussi a été très, très attentif à ce genre de différence. Pour dire ça grossièrement, le névrosé souffre, en souffre, et souffre. Le psychotique en meurt. Oui. Mais c'est pas du tout. Et alors, vous avez fait allusion au suicide. Il ne se suicide pas, le psychotique, il meurt. C'est pas la même chose. Même s'il tombe du 5e étage. C'est pas la même chose. Donc on est constamment dans un rapport au texte, disons, qu'il produit d'une manière ou d'une autre, un rapport énigmatique. C'est pas un rapport donné comme ça. On pense qu'on comprend les autres parce qu'ils sont névrosés comme nous, mais en fait on ne comprend rien du tout. Mais enfin on fait semblant, on se débrouille. Mais avec le fou, c'est hors de question. C'est hors de question. Et cependant,
on est bien obligé de partager quelque chose qui nous est encore énigmatique. Moi, je trouve une des avancées de Lacan, une des phrases les plus remarquables, c'est celle qu'on disait tout à l'heure. C'est le transfert de l'analyse. S'il ne s'y met pas, s'il n'est pas dans ce que j'appelle quelque part le concernement, ben, il n'y a pas d'analyse. Alors, ma première réaction, ce à quoi me fait penser ce que vous me dites, qui est peut-être sans rapport avec ce que vous me dites, mais je ne suis pas sûr, c'est que il y a une première partition quand même qui s'opère dans la psychanalyse. On va dire ça comme ça. Freud et Lacan, ils avaient beaucoup de points communs, bien entendu, dont une petite phrase comme ça qui a l'air de rien dans un article de Freud qui est repris par Lacan dans les écrits techniques, et l'article de Freud, c'est la dynamique du transfert, 1911. La dynamique du transfert. Dynamique du transfert. Lacan se bagarre avec ça dans les écrits techniques. Il y a une première question, faites-moi penser qu'on y revienne tout à l'heure. Lacan est très clair, ce truc-là, très très clair. Et ce qui est quand même pas banal. Hein. Et il y a une phrase, il dit... Comment il dit ça? Oui, en fait, ce que nous faisons, Freud et moi, hein, c'est clair, c'est pas nous, ce que nous faisons depuis Freud, nous les analystes, hein, entre nous, avec les patients, la seule chose que nous faisons, c'est qu'on se demande ce qu'on fait quand on fait de l'analyse. Alors, évidemment, ça a l'air de rien, ça, mais c'est ce que Freud faisait. Hein. Il se demandait avec les gens autour de lui ce qu'ils faisaient, quoi, ces gens-là. Ils s'interrogeaient les uns les autres. Ils étaient débutants, ils étaient tous des analystes débutants. Et ils se demandaient ce qu'ils faisaient. Mais ça continue. Dans le premier séminaire de Lacan, quand même, il prend bien soin de souligner ça. Alors, ça c'est la première chose. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ces partitions entre névrose, psychose, psychanalyse, psychiatrie, toutes ces choses, c'est que continue aujourd'hui encore, dans nos travaux, des uns et des autres, une espèce de division, partition entre ce qui serait du registre du biologique, pour aller vite, du médical, de la psychiatrie, qui est là. Lacan était psychiatre, hein. Et il tenait beaucoup, me faisait remarquer quelqu'un récemment, à se faire appeler docteur. Allez savoir. Il tenait beaucoup, hein. Si les gens lui disaient monsieur, il n'était pas... Et puis, la littérature. Vous avez aujourd'hui des gens, j'en connais, peut-être vous en connaissez aussi, absolument admirables, qui étudient les articles de Freud sur les gonades de la lamproie. De la lamproie. Oui. Vous savez ça. Il y a des livres qui sont sortis l'année dernière. Les gonades d'un poisson. Et pas seulement. Ce sont les premiers travaux de Freud, des travaux de neurologue. Il n'y a rien de plus banal que ça. Tous les neurologues sont passés par là. Et d'ailleurs, pendant longtemps, les psychiatres que nous étions étaient neuropsychiatres. Jusqu'au jour où on a arrêté ça. Ça n'allait pas. Je ne sais pas pourquoi. Et bien, ils faisaient des travaux comme ça. Ils allaient voir le trajet des nerfs et quel rapport ça avait avec celui des poissons, des singes et des mollusques, par exemple. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on en est encore à citer ça pour culminer avec le Freud de l'esquisse. Or, Freud a dit les choses de façon extrêmement tranchée, ça ne sert à rien. Il a dit qu'il rompait avec l'is, qu'il rompait avec l'esquisse, qu'il rompait avec la théorie de la séduction, qu'il rompait avec toutes ces choses-là, et bien on le lui resserre. C'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire, on le lui resserre. Et on fait semblant de s'en resservir, sauf qu'on ne peut pas. Bon. Mais on oublie la rupture décisive, qui est une rupture qui est complètement de l'autre côté, que Lacan a complètement lu, parfaitement lu, et qu'il a tiré du bon côté. Côté de la langue, de la linguistique. Et alors, ce que vous avez dit me fait penser à un truc très, très curieux.
vous avez posé une question à propos de la langue, ou Des actomes. des actomes. Voilà. L'actome, c'est l'équivalent du symptôme dans la psychose. Disons ça comme ça. Évidemment, le symptôme est produit par le refoulement, il est construit par le refoulement, et dans cette thèse-là, l'actome, il est construit par l'actuation, c'est-à-dire le fait qui se produit aujourd'hui, là, dans l'actuel, il est référé immédiatement et pris en masse avec un souvenir participant du traumatisme premier au sens du traumatisme freudien. Il y a le temps 1 et le temps 2. Traumatisme premier. Donc il y a une sorte de coagulation. C'est ça l'actuation. Et cette actuation qui est l'équivalent, le parallèle, disons, du refoulement, c'est un mécanisme spécifique. C'est ça l'idée. Et que ce mécanisme spécifique va donner forcément pas des symptômes. Il y a pas, quand j'écris il n'y a pas de symptômes dans la psychose, évidemment, il n'y en a pas. Ce ne sont pas des symptômes. Ce sont des phénomènes. Ce sont des phénomènes chez Freud, phénomènes élémentaires chez Lacan. Je ne sais plus comment Clérambault le dit, mais enfin, il est clair qu'il ne s'agit pas du tout du même matériau. Il ne s'agit pas du tout du même terrain et il ne s'agit pas du tout des mêmes mouvements. Alors, actome, ça correspond à ça. J'essaie de dire ça. Bon. Et alors, comment on peut s'en rendre compte sans faire le malin, quoi, sans faire le maître qui va apprendre aux gens ce que c'est? Eh bien, d'une façon très simple. Moi, je me suis rendu compte que depuis des années, mais depuis très très longtemps, je fais un truc très curieux, qui n'a pas encore, qui ne m'est pas encore apparu très clairement. J'écris des alexandrins. Bon, on peut prendre ça pour une douce manie. C'est une douce manie. Bon, ça fait de mal à personne. J'ai écrit une pièce de théâtre en alexandrin. C'était Cyrano de Bergerac, ou Le choix de Roxane, ça s'appelait. Ça a été joué au théâtre. Mais je me suis rendu compte assez vite, mais plutôt assez récemment, que l'alexandrin, ça correspond un peu au mouvement pendulaire de Bartleby. Psychotique, quoi, classique, comme ça, devant le mur. Et il est comme ça. Bon. C'est un mouvement pendulaire, c'est un mouvement, et c'est le mouvement de la langue, c'est le mouvement, dit-on, de la langue française. Pas par hasard que Molière écrivait un alexandrin. On dit que c'est le mouvement de la langue française. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a du mouvement là-dedans involontaire. Ça, c'est un actome. Oui, mais une séparation, là, justement, dans une lettre, là, je crois, non, je crois pas, je suis sûr, un des deux, je ne sais pas lequel, par exemple, dit à l'autre que vraiment la princesse Bonaparte, c'est vraiment catastrophique ce qu'elle a fait. Elle a exhumé, l'histoire dit ça, elle a exhumé dans un marché aux puces d'un panier où il n'y avait rien et tout, l'esquisse. Elle a sauvé l'esquisse de la destruction. Quelle horreur, quelle erreur, quelle catastrophe, c'est une calamité, parce qu'on continue avec ce machin, quoi. C'est un discours pourtant adressé au neurologue, nom de Dieu. C'est clair, je m'adresse au neurologue. Je m'adresse au neurologue. Un neurologue n'a rien à voir avec un psychanalyste. On fait semblant d'être des neurologues, alors d'accord, allons-y. Non, c'est exactement ça le problème. Et justement, pourquoi... Je crois que je cite à louche dans ce truc-là, oui. Et où il dit un truc formidable, je l'ai noté quelque part. Oui. Bon, je vais le retrouver. Il dit en gros, Lacan, Freud part des hystériques, Lacan part de la psychose. Indéniable. Alors, évidemment, on dit que Freud a écrit, a théorisé, a essayé d'avancer cette idée qu'il n'y avait pas de transfert avec les patients psychotiques. Alors, il y a deux arguments qui plaident contre. D'abord, ces patients et ces patientes nommés hystériques, aujourd'hui, on les appellerait psychotiques. Beaucoup d'entre elles.
On les appellerait psychoses hystériques. Pourquoi se gêner? En psychiatrie, on appellerait ça comme ça. Alors, donc, il avait à voir avec cette... Et il revient, effectivement, il revient après sur cette idée un peu trop tranchée. Et Lacan le lit, ça. Et c'est là qu'il commence son travail à partir de la psychose. Alors, on pourrait penser que ces deux-là vont être incompatibles. Pas du tout. Pas du tout. Si on les relie par un système paradoxal. Ils ne sont pas ni compatibles ni incompatibles. Ils sont dans la même ligne. Mais peut-être Lacan nous a un peu poussé. Peut-être Lacan nous a un peu poussé dans cette direction quand il dit, par exemple, que la psychose, c'est ce devant quoi un psychanalyste ne doit reculer en aucun cas. Et tard, là, on est déjà plus au bord. Hein. On est tiré vers la difficulté. Mais en effet, il y a cet effet-là. Mais ce que vous dites, ça me paraît très juste pour les co-délirants, précisément. Ah oui, bah, après, on voit les choses de façon inverse. Non, ça me paraît juste. Ce que je dis. Oui, ça me paraît définir le co-délirant, celui qui est dans l'imaginaire et qui se coule dans le désir de un. Ce qui explique d'ailleurs les phénomènes de masse, parce qu'il faudrait quand même aussi aborder quelque part. Il y a une chose moi, qui me sidère, mais après tout, on pourrait dire c'est son problème, je ne crois pas. C'est que il est de bon ton, généralement, on commence à guérir de ça dans les sociétés analytiques, de dire, ah ben ça, machin a écrit un truc sur tel événement politique, ça ne nous regarde pas, nous sommes des psychanalystes. Eh bien, les psychanalystes, la psychanalyse et l'inconscient, c'est le politique. Je cite les choses très, très clairement. Je cite. Non, mais il a Non, écrit non, politique, oui, politique de l'inconscient. Et puis il y a Cité qu'on a reçu d'ailleurs. qui Comment il s'appelle Garcia. Cabaron Garcia. Oui, on a reçu. Oui, bah, lui, il fait un truc. Ces deux bouquins, surtout le premier, sont très bons livres sur ces questions. Très bien. Bon, donc, on se priverait de cet instrument. Alors, peut-être qu'on le manie mal. Peut-être que les gens sont maladroits à le faire. On ne sait pas le faire. Bon, etc. Mais si les psychanalystes ne se mêlent pas du fait social, du collectif, alors peut-être ça pose un problème. Bourdieu le dit très bien. Il dit par exemple, là, on pourrait parler, dans son dernier bouquin, là, un séminaire, je ne sais plus lequel, qui est sorti récemment, sur les deux peintres là, Duras et... pas Duras. Bon, ça me revient. Il dit très bien, là, je rêve d'une psychanalyse du corps social, comme ça. Et je le fais. Psychanalyse du corps social. Il ne dit pas socianalyse, mais il n'est pas loin. Et je le fais, et il fait ça, Bourdieu. Il fait un truc que personne n'a osé lui reprocher. Vous voyez qu'il était psychanalyste? Je ne sais pas s'il était psychanalyste, en tout cas. Non, mais je plaisante. Non, mais il fait cet effort. Il fait cet effort de mêler la psychanalyse, au moins en théorie, au discours social, au discours collectif. C'est un effort. Alors, est-ce qu'il a échoué? J'en sais rien, c'est pas mon problème, mais cet effort-là, je pense qu'on aurait tort de ne pas le faire, de s'en priver. On aurait tort. Moi, je pense que Guattari et Deleuze auraient fait ça. Absolument. Mais à l'époque de l'école freudienne, il y avait des gens qui travaillaient beaucoup d'une sorte de lieu qu'ils appelaient psychépo. Oui, ça a disparu complètement. Oui, C'est ça. Mais il y a quelqu'un qui est représentatif de cette introduction de la psychanalyse d'un champ social, c'est Gérard Miller. aussi. Oui, aussi. On peut dire ce qu'on veut de lui, mais bon, il fait quand même... Oui. Il a écrit un très bon bouquin sur les pousses à jouir, les pousses au jouir du maréchal Pétain. Oui, C'est formidable. C'est une intervention. C'est comme lorsque Freud analyse le président Wilson, quoi. Lui, il fait ça avec le maréchal Pétain. c'est quelqu'un Formidable. d'intéressant. Tout le monde se déteste, mais bon, il y a des limites quand même. Non, tout le monde le déteste pas. Je préfère son frère de Camille. Oui, bah c'est pas la même chose. C'est vraiment pas le même tabac. C'est pas du même tabac. J'ai pas entendu. C'est pas du tout le même. Qui Jacques Camille, Son frère. Oui. dans la politique. Oui. Il y avait eu toutes les meetings contre Marine Le Pen, avant les dernières élections. Des meetings
marketing, à l'industrie. Mais qu'est-ce qu'on appelle aussi le politique? Par Oui. exemple, tous ceux qui travaillent en ce moment, qu'on a reçu, comment il s'appelle, tu sais, qui s'occupe des trans, enfin, qui est très préoccupé par ces questions. Non, d'accord. Je vois qui travaille à l'université. Laurie. Ces gens s'occupent quand même beaucoup des questions, disons, C'est sociales. psychanalyste féministe aussi, comment elle Oui, s'appelle? oui, Lippi. Sylvia Lippi. Vous avez dit ça? C'est le wokisme dans ces grands. On va. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va Ouais. interrompre maintenant. Si vous voulez, dites-moi s'il y a d'autres questions. En tout cas, on vous remercie vraiment. Non, Parce que c'est je moi qui trouve vous que. remercie. Non, mais vous avez. Il me semble que